Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cet atelier. On n'est pas très très nombreux, donc n'hésitez pas à intervenir et puis à faire savoir si vous avez des questions. C'est pratiquement en intimité qu'on va pouvoir faire cet atelier. Euh, Notre objectif, c'est de partager avec vous autour d'un thème qui est la qualité de vie, l'hygiène et l'énergie. Différentes expériences, différents projets qu'on a pu faire au gré de nos aventures d'affaires et de rencontres avec nos clients. Alors, il y en a peut-être qui connaissent Orange Business Service. Levez la main si vous nous connaissez. Oui, il y en a quand même au moins 4 ou 5, même plus. Et Percal, est-ce qu'il y en a qui connaissent Percal? Non, et donc en fait, Percal a été lauréat d'un concours d'IoT qu'on a organisé avec tous ceux qui utilisent de la connectivité IoT Orange. Et c'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui d'avoir à mes côtés Thierry Durand. Et donc, on va partager ensemble ces différentes expériences avec vous. Et dans un premier temps, pour se présenter justement, et puisque vous ne nous connaissez pas forcément très bien, on va, euh, on va simplement en quelques mots vous expliquer un peu comment est-ce qu'on est arrivé à l'IoT. Nos parcours sont complètement différents. Et puis surtout, on prendra le temps de partager un peu ces expériences et ces projets avec vous. Voilà Thierry, je te passe la parole. C'est toi qui démarre. Merci, bonjour à tous. Donc oui, je suis Thierry Durand, je suis responsable innovation du groupe Percal. Percal, c'est une société française de 400 consultants en France, en Europe et au Maroc, qui est en fait intégrateur et revendeur de solutions, alors PLM, qui est Product Lifecycle Management, et IoT, donc Internet of Things. On vient du monde en fait donc du PLM, qui est vraiment le cycle de vie du produit et du process industriel, ce que vous voyez en bas à gauche, qu'on accompagne les grands industriels autour de la digitalisation finalement du process dans la définition et dans l'industrialisation des produits. Et puis avec l'arrivée de l'IoT dans le manufacturing, on est arrivé en fait dans le monde de la transformation digitale de l'industrie, et vous le verrez après par la suite dans le monde de la Smart City. On a vraiment une offre en fait de conseils d'intégration, de développement et après de déploiement et de support de solutions PLM et IoT. Et on est aussi revendeur de solutions, donc CAO, PLM, IoT et AR, quoi. On travaille pas mal dans l'aéronautique et la défense, dans l'industrie, dans l'automobile. Et on accompagne nos clients dans ces grands chantiers de transformation autour de la conception produit, process et maintenant manufacturing. Et côté Smart City, en fait, de cette expérience finalement industrielle, on a mis au point en fait une philosophie et une plateforme transverse qu'on a baptisée Plug Play Sync, qui est le plug vraiment pour la collecte et la connexion de l'ensemble des IoT. Et un IoT, ça peut être un objet, mais aussi une machine ou un système connecté, un CRM ou un MES dans le monde du manufacturing. Le Play, ça va être toute la partie applicative justement pour exploiter en temps réel les données qu'on a collectées. Donc ça va être des outils de supervision, de gestion d'alerte ou de digitalisation de process. Et le Sync, ça va être la partie intelligente. Donc on va intégrer des moteurs d'intelligence artificielle et on va pouvoir finalement mieux comprendre le passé, mais surtout prédire l'avenir. Et basé sur cette expérience, en fait, on s'est dit, une industrie, c'est comme une ville. Donc on va pouvoir proposer finalement notre savoir-faire d'approche méthodologique, d'approche finalement de partir des cas d'usage de nos clients ou des usagers ou des habitants et leur proposer des plateformes et des services. Donc là, vous avez une série de use cases et on rentrera un peu plus dans le détail dans nos scénarios. Et c'est en arrivant de l'industrie, en arrivant dans l'IoT, qu'on a rencontré finalement Orange, donc dans un des exemples qu'on citera tout à l'heure, où on a vu qu'il y avait une complémentarité. Percal en tant qu'offreur de solutions plutôt plateforme applicative, avec Orange qui nous apportait la connectivité, et on voit qu'on va pouvoir avoir encore plus de synergie dans le futur.
Moi, je laisse la place à Gabriel pour la suite. Si vous avez des questions déjà sur Percal, n'hésitez pas si vous les posez maintenant ou à la fin. Et en fait, quand vous voulez. Alors, on va venir un peu à Orange Business Service. Aujourd'hui, c'est la connectivité des objets qui s'appelait machine to machine quand j'ai commencé à travailler sur le sujet chez Orange. Maintenant, c'est très développé, 21 millions d'objets connectés, 450 millions de données par minute traitées par Orange. Donc c'est devenu petit à petit un domaine à part entière, beaucoup porté par tous les enjeux de connectivité, bien évidemment, c'est notre cœur de métier. Mais finalement, au-delà de la connectivité, aujourd'hui, chez Orange Business Service, on travaille aussi à développer des solutions qui accompagnent nos clients sur leur métier, au travers d'une chaîne technique, tous nos métiers techniques qui sont le réseau, le stockage de la donnée, et puis de plus en plus émergent des pôles, des unités d'affaires qui traitent de l'analyse et de l'exploitation de la donnée et de l'application autour de la donnée ou de la collaboration autour de la donnée, avec évidemment la sécurité, la cybersécurité de cette donnée. Et sur l'IoT, nous avons développé une notion d'approche marché autour de Smart City, Smart Building et Industrie 4.0. Bon, également, je n'ai pas mentionné, mais la partie produits connectés, notamment pour l'automobile. Mais disons que ces trois approches qu'on appelle de marché vertical, et bien justement, moi je fais partie de l'une d'elles, Smart City et Smart Building. Et plus exactement, donc je ne m'étais pas présenté Gabriel Chegaray, je représente la verticale Smart Building. C'est donc sur ce sujet-là que j'aurai à cœur de m'exprimer. Voilà, alors sur le Smart Building, il se trouve qu'en 2019, on était lauréat de la qualité de vie au travail sur un concours, justement à l'occasion de l'ouverture de notre site de Cœur Défense. C'est depuis, disons, en 2018 que nous avons beaucoup investi sur cette question de qualité de vie au travail, déjà dans le groupe Orange, et qu'OBS est au service de ce groupe Orange pour trouver les solutions et les mettre en œuvre. Et puis ça a continué. Je vous parlerai tout à l'heure de l'ouverture aussi de notre nouveau siège de Bridge à Issy-les-Moulineaux, qui a ouvert en juillet. Et puis nous sommes aussi membres fondateurs de la Smart Building Alliance, qui est une alliance qui promeut au niveau français, mais aussi européen, cette idée du Smart Building autour d'une mutualisation des moyens en vue de rendre plus de services et de mieux gérer l'énergie et de réduire l'empreinte carbone des bâtiments à l'intérieur de la Smart City, donc progressivement de plus en plus des thématiques Smart City dans cette alliance. Voilà, qui nous sert aussi de fil conducteur dans notre approche. Alors, pour nous le Smart Building, on part de notre histoire au plus près de nos clients entreprises sur l'infrastructure des bâtiments. On apportait d'abord la connectivité, l'équipement LAN, Wi-Fi, la couverture de réseaux mobiles. Aujourd'hui, de plus en plus, la couverture qui va être compatible 5G. Dans quelques années, on pourra reparler. Enfin, il y avait des conférences sur ce sujet-là aussi, au CIDO autour des promesses de la 5G. Ça, c'est un peu nos assises fortes auprès de nos clients. Le deuxième volet important de service est autour de l'expérience utilisateur, donc celle de l'utilisateur des salles de tout ce qui est collaboratif, les salles de réunion, les visioconférences, etc. Et puis, on le verra justement, tout ce qui est meilleure exploitation des espaces
optimisation des ressources du site et service aux salariés et aux visiteurs des sites. Et puis enfin, on développe maintenant un pôle d'exploitation pour les exploitants de bâtiments, pour les gestionnaires immobiliers, et notamment autour de l'énergie. Voilà, et puis on a une practice de conseil qui nous permet de travailler les projets très en amont avec nos clients. Venons-en au projet qui est, où là je vais repasser la parole à Thierry. Donc voilà, toujours pas de... Si vous avez quelque chose à dire ou à intervenir, on vous écoute. Non, c'est bon? C'est pas facile à 16h30. La journée était déjà longue, le salon est bien dense, mais vous êtes quand même bienvenus et si vous avez des idées à partager, ben on vous écoute. Alors Thierry. Merci. L'idée, effectivement, là, ça sera de vous présenter donc, plusieurs cas d'usage autour de la thématique, effectivement, on va dire de la qualité de vie des usagers, mais aussi, on va dire, des collaborateurs de l'entreprise. Et pendant le premier confinement, avec l'équipe d'innovation de Percal, on s'est posé la question en quoi l'IoT pouvait être utile à cette crise. Donc, on a fait quelques journées de brainstorming et d'idéation autour de ce sujet-là, et on s'est dit, le gel fait partie des gestes barrières, comment aider finalement les entreprises, les lieux publics, et j'en passe, à mettre à disposition finalement ce gel. On sait que ça va être un surcoût pour les gestionnaires, et donc comment l'IoT pouvait apporter finalement une aide, une optimisation des surcoûts, et donc comment on pouvait garantir finalement la qualité de service, mais surtout garantir le service de rendre du gel à disposition des opérateurs. Donc on avait un besoin de haute disponibilité de gel. Alors l'exemple semble très simple, mais c'est ça qui était aussi intéressant dans l'exercice, c'est-à-dire à partir d'un cas simple, comment on pouvait apporter de l'IoT, comment on pouvait le déployer, quels sont les freins technologiques pour le faire, et puis après pour le déployer. Donc nos enjeux finalement, et les enjeux de nos clients, ou en tout cas de nos futurs clients, c'était une haute disponibilité, une optimisation finalement des approvisionnements, parce qu'on peut voir dans les différents, comme le SIDO, des distributeurs un peu à droite à gauche, mais je ne sais pas si les distributeurs sont opérationnels, s'il reste du gel, s'il n'y a plus de gel, etc. Quelles sont les statistiques, quels sont les distributeurs qui fonctionnent beaucoup, ceux qui fonctionnent moins. Donc on s'était dit, il est important de bien comprendre finalement, et comment bien comprendre les comportements d'usage et après des approvisionnements. Travailler aussi dans la maintenance des produits. En connaissant finalement leurs usages, on pouvait aussi anticiper les casses et faire un peu de maintenance prédictive, encore une fois, sur un cas très très simple. Et finalement, donc, d'aider l'application des gestes barrières par rapport à ça. Donc la solution qu'on a mis en place, on l'a baptisée Vichydro, parce que l'équipe d'innovation a un pied à Vichy, donc on trouvait assez rigolo de mixer le nom de Vichy avec Hydro. On a vraiment travaillé finalement sur, c'est dit, on veut un capteur de suivi de consommation. On était parti sur un distributeur mécanique, parce qu'on voulait un distributeur qui était autonome, on pouvait le déplacer à droite à gauche sans forcément avoir une prise électrique ou une batterie qu'il faudrait changer. Donc on était parti, on avait trouvé un fournisseur d'un distributeur de gel mécanique. Donc on voulait pouvoir suivre finalement cette consommation. On a regardé côté connectivité, donc on est parti assez rapidement sur du LoRa et en discussion bien sûr avec Orange pour pouvoir utiliser finalement un capteur à faible consommation d'énergie pour justement avoir un capteur qui était autonome, qui avait une durée de vie de plus de 3 ans et pas être tout le temps être obligé de le recharger. Donc vraiment de gagner en réseau mais aussi en longévité du capteur. Et puis après, on a développé, et là c'est l'expertise de Percal, la plateforme IoT qui a capté ces données donc à partir de réseau Orange et donc de réseau LoRa. Et après, on a développé l'application web, l'application mobile, où on avait, alors en temps réel, j'entends, c'est-à-dire qu'on avait une remontée tous les quarts d'heure qui était largement suffisant. On aurait pu bien sûr le diminuer, mais pareil, pour des raisons de durée de vie du capteur et de sa batterie, on s'est dit que tous les quarts d'heure étaient largement suffisants pour pouvoir avoir donc des statuts, des remontées temps réel, des statistiques de consommation, des alertes en cas de dysfonctionnement, et puis surtout de bien comprendre aussi le comportement du distributeur lui-même, puisqu'on avait après toute son historique associé. Ce qui était aussi après intéressant, c'est qu'avec les alertes, on pouvait y mettre l'intelligence qui allait bien pour proposer aux gestionnaires
le parcours le plus court pour aller traiter les interventions en fonction des priorités des alertes remontées. Donc, encore une fois, l'idée, c'était vraiment d'avoir un cas simple, un cas qui parle à tout le monde, qu'on peut après, bien sûr, par analogie, appliquer à d'autres équipements connectés qui peuvent servir, encore une fois, au quotidien pour les villes ou pour les entreprises. Petite question, Thierry. Je suppose que c'est un peu le Covid qui vous a donné cette idée du gel connecté? Alors, entièrement, hein, c'est complètement opportuniste. Encore une fois, lors du premier confinement, on voulait justement, Percal, comme je disais tout à l'heure, on travaillait beaucoup pour les industries. On avait beaucoup de clients industriels qui avaient beaucoup de sites et on s'est dit comment apporter un peu d'innovation, une nouvelle façon de voir les choses et comment on pouvait, au-delà de travailler toujours sur la connectivité des machines, apporter d'autres cas d'usage, d'autres usages de l'IoT. Et donc c'était vraiment ça l'idée de départ sur lequel on a brainstormé. Et voilà, naturellement, on s'est dit, mais aujourd'hui, il n'existe pas. Alors, dans le marché, il y a beaucoup de distributeurs, il y a beaucoup de distributeurs automatiques, mais déconnectés, pas tant que ça. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de travailler ce sujet. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui a été aussi très enrichissant pour nous, c'était aussi de mieux comprendre la connexion LoRa. Pourquoi le LoRa? Et c'est là où on a eu des échanges intéressants, encore une fois, avec Orange, parce que ce n'est pas notre domaine, et on a pu mieux comprendre les limites, parce qu'on sait aussi que le LoRa a certaines limites. Typiquement, si le capteur était ici, naturellement, il ne serait peut-être pas connecté, donc il faudrait trouver des alternatives avec des gateways, etc. Donc on a pu aussi creuser un peu plus l'utilisation du LoRa dans le monde du bâtiment et dans le monde de l'industrie. Et j'imagine qu'il a fallu aller assez vite pour Alors oui, en fait, on a imaginé la solution en 15 jours, 3 semaines. On a fait des petits prototypes en 1 mois et à la sortie du premier confinement, la solution était disponible. Donc oui, on a dû aller assez vite pour pouvoir... alors, on s'est limité aux fonctions de base, donc on avait une roadmap après pour aller plus loin, mais les fonctions disponibles, on a fait du rapide design et du rapide développement autour de ça. Après, on a pris beaucoup de briques standards, donc on a vraiment fait on n'a pas développé le capteur parce qu'on n'avait pas ni le temps ni l'argent pour le faire, donc on a pris un capteur sur étagère. Par contre, on a vraiment analysé quel était le meilleur capteur, la meilleure technologie au regard de notre cas d'usage. Monsieur ? Là, comme il y a un peu d'électronique, il y a forcément un peu d'électricité quelque part. Vous la récupérez comment? Alors en fait, le capteur en lui-même, il est autonome. En fait, il a une batterie qui lui permet de tenir 3 ans à peu près. Encore une fois, tout dépend du nombre d'envois de trames qu'il va effectuer. C'est pour ça qu'on l'avait réglé sur une toutes les 15 minutes, parce qu'on considérait, notre distributeur avait la chance d'avoir 5 litres de gel. Donc quelque part, ça n'allait pas disparaître tout de suite. Donc on a mis une fréquence de toutes les 15 minutes qui est forcément paramétrable. Sur certains cas, on pouvait l'accélérer, d'autres la ralentir en fonction des cas d'usage. Et donc on avait une batterie qui était autonome. Alors c'est une pile qu'on pouvait changer tous les 2 ans à peu près. C'est un capteur de niveau, c'est ça? En fait, c'est un capteur. En fait, le distributeur est mécanique. Donc il y a une pédale au pied et une pédale à la main pour les personnes handicapées. Et en fait, c'est un mouvement mécanique. On a mis un électroaimant. Et en fait, c'est par variation électromagnétique qu'on détecte les mouvements et on compte les passages. En fait, on a estimé le volume de dose à chaque fois délivré par le passage. On avait fait des prototypes sur des moteurs pour pouvoir, et là le moteur, forcément avec un moteur pas à pas, on était beaucoup plus précis, mais ça voulait dire aussi beaucoup plus d'énergie. Et donc en fait, on était un peu plus long. Et puis un vrai sujet qui était après toute la certification de l'électronique, sur lequel ce n'était pas le métier de Percal. Donc c'est pour ça qu'on a pris un capteur sur étagère. Et un moteur pas à pas connecté, ça n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas allé jusque-là. Mais techniquement, on aurait pu le faire ou le faire, mais on n'est pas allé. Après, pour aller au bout de l'exercice, cette offre en fait fonctionne. Malheureusement, on voit bien qu'avec le Covid, il y a eu des hauts, des bas. Les distributeurs de gel n'ont pas été non plus énormément poussés par la réglementation. La seule loi, c'était de pouvoir mettre un bidon dans une salle et limite, ça suffisait. Qu'il n'y en ait plus, qu'il n'y en ait pas, il n'y avait pas vraiment de réglementation très poussée. Donc notre solution, certes intéressante, n'a peut-être pas reçu le marché en regard, quoi. Mais la démarche était vraiment intéressante. On a eu des belles touches, on a eu des bonnes discussions avec des industriels qui étaient vraiment intéressés par l'approche parce que le surcoût de gestion de quelque chose qui n'était pas prévu initialement, mais il a fallu quand même le traiter. Donc c'était une façon d'y répondre. Je propose de passer sur un deuxième cas d'usage qu'on a traité avec un autre client autour de la qualité d'air et la qualité sonore. Ce qui était intéressant
dans ce use case. Donc en fait, c'était au niveau de camions poubelles, de pouvoir en fait apporter en termes de service de la société de camions poubelles, hein, de collecte de déchets, d'apporter en fait une offre plus riche et surtout de garantir une non-nuisance sonore par rapport au service qui est délivré. Donc l'idée, c'était de mettre des capteurs sonores sur les camions, mais en profiter pour mettre des capteurs de qualité d'air pour apporter aussi d'autres services à la population en termes de cartographie sonore, cartographie qualité d'air, en plus de collecter les poubelles. Donc là, techniquement, en fait, on a mis des capteurs donc, de qualité d'air et sonore sur les différents camions, une plateforme IoT qui collectait ça avec des développements d'applications temps réel. Et alors là, on était sur du GSM dans la communication. On n'avait pas travaillé sur le LoRa, mais sur le GSM. Et on avait donc en temps réel, finalement, la gestion de flotte des camions, les alertes en cas de dépassement, soit de qualité d'air, soit de bruit. Et quelque part, on avait un rapport de qualité sonore associé au service rendu. Voilà un exemple finalement d'entreprise qui sont soucis aussi de l'hygiène et de la qualité de vie, on va dire, des collaborateurs ou des citoyens. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Et là, les résultats, en fait, ça intéresse plutôt les communes ? Alors en fait, le donneur d'ordre, c'était l'opérateur de collecte de déchets qui pouvait garantir en fait un service déjà de qualité et des services complémentaires. Donc notre client, c'était le responsable de la collecte, mais pour apporter finalement une offre plus riche aux villes et aux communes. Oui. J'avais une question un peu plus générale à la fois sur votre société, sur Orange. Bien sûr. C'est-à-dire, ce que je voudrais comprendre, c'est quelque part au-delà de la communication GSM, enfin 4G, 5G ou du LoRa, que peut apporter l'opérateur. Ce type de projets sont assez génériques, puisque finalement remonter une information dans le cloud, c'est générique. Je voudrais savoir comment s'articuler la solution Orange par rapport à vos besoins spécifiques. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que Orange apportait de plus? Est-ce qu'il vous donnait un cadre avec tous les projets qui suivent voilà, c'est ça qui n'est pas très très clair. Alors en fait, sur le premier, on va parler de celui-là, parce que le deuxième, on l'a plus utilisé comme, on va dire, fournisseur. Donc il n'y avait pas vraiment de... Là, en fait, on a travaillé d'abord, on va dire, au niveau de l'équipe d'innovation de Percal, vraiment un peu en autonomie. On a plutôt fait le choix de la technologie un peu en autonomie. Par contre, on a rapidement identifié, comme je disais tout à l'heure, des problématiques de réseau et de qualité, entre guillemets, ou de capacité du réseau LoRa, notamment indoor. Donc on a eu des échanges avec les équipes techniques d'Orange, justement pour un peu mieux comprendre les solutions, les alternatives. Donc après, on a vu qu'on pouvait mettre des gateways, donc en fonction du nombre de distributeurs qu'on allait mettre chez un client, on avait des alternatives. On voulait vraiment rester sur la techno LoRa pour des raisons justement de gestion de batterie, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la technologie qui est la moins gourmande en termes d'énergie par rapport à du GSM ou d'autres sujets. Et par rapport à notre cas d'usage, ça a été largement suffisant par rapport au type de trame aussi, donc de data qu'on voulait collecter. Donc on a plutôt travaillé sur l'optimisation de l'utilisation du LoRa pour mieux comprendre on va dire les qualités ou les freins, au moins de bien les connaître et de pouvoir aussi les présenter à notre client, quoi. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a eu des synergies entre Orange et nous. Je pense que dans les exemples que je donnerai moi, il y en a certains justement où vous verrez effectivement parfois on collabore très différemment avec des partenaires. On travaille beaucoup chez Orange avec des partenaires, donc ça c'est important à dire aussi. Parfois on fournit juste la connectivité, parce que là c'est vraiment la connectivité brute, la donnée brute qui est exploitée par Percal. Mais c'est vrai qu'on peut aller plus loin, différents niveaux que Orange peut fournir pour simplifier la vie de la collecte de données, voire de l'exploiter, ou au contraire, nous reposer chez OBS sur un acteur qui a développé une solution plus ou moins complète pour la proposer comme solution, pour la distribuer et l'installer
chez nos clients. Donc les différents modèles sont un peu... Après chez Percal, on a une philosophie aussi de multi-cas d'usage. Donc là, on vous a montré des usages un peu isolés. Et la synergie qu'on souhaite vraiment développer avec Orange, c'est justement de se dire que, notamment dans la ville et dans les bâtiments, l'IoT, il y en aura beaucoup de sortes, avec des connectivités différentes. Et comment, justement, on va pouvoir collecter, agréger ces cas d'usage autour d'une seule plateforme, avec différentes technologies. Même pour la plateforme, on est capable d'intégrer, et Orange aussi, différentes technologies de plateforme, mais d'avoir une approche aussi multi-cas d'usage. Parce que, comme on dit tout à l'heure, le plug placing, mais après, on l'a bien vu, Orange a aussi la même déclinaison, de capter la data et après de l'exploiter. Dans ces cas d'usage IoT, ne vaut le coup, surtout si on arrive à mutualiser pour notamment réduire les coûts d'infrastructure. En fait. Je te donne la main pour la... Oui. Alors moi je vais vous parler, oui parce qu'on retrouve, c'est vrai, dans l'IoT, toujours il y a un capteur quelque part, mais il faut le collecter, la donnée, échanger avec ce capteur sur le terrain, il faut une plateforme, il faut des applications utilisateurs. C'est toujours un peu la même philosophie, mais il y a tellement de cas métiers et de possibilités que c'est inépuisable en fait. Donc nous, notre rôle chez Orange, c'est plutôt d'être capable d'adresser les domaines les plus... qui couvrent le plus largement les usages de nos clients, c'est-à-dire ceux qui sont les plus utilisés. Et typiquement, je pense qu'on n'aurait jamais été développé une solution de gel connecté. Ça n'aurait pas du tout été dans notre philosophie. Par contre, on pourrait très bien proposer cette solution, la solution de Percal à nos clients. Alors donc le premier sujet qui fait partie là d'une vraie stratégie de développement et de croissance, c'est de travailler sur les enjeux de la vie en entreprise, donc sur le site de travail et les nouvelles modalités du travail, ce qu'on appelle aujourd'hui le travail hybride. Et justement, ça fait écho tout à fait à cette période qu'on a vécue un peu particulière de crise sanitaire. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont connu du télétravail. Dites-moi si c'est le cas, levez la main. Si vous avez... Oui, télétravail, ça a été... Voilà, donc... et maintenant que... Alors, c'est pas encore la fin du Covid, puisqu'on nous dit qu'il faut toujours faire très attention. Néanmoins, beaucoup de sociétés ont repris l'ouverture de leur site, mais beaucoup se posent aussi des questions sur la manière dont ces sites vont être utilisés. Je ne sais pas, est-ce que beaucoup d'entre vous ont gardé l'habitude de télétravail ou est-ce que vous êtes revenu complètement au travail sur site à 100%? Dites-nous. Qu'est-ce qui est resté un peu avec une habitude télétravail présentiel? Tout le monde a gardé globalement, à part vous, peut-être? Non? Pas de télétravail chez vous? Ah d'accord, oui. Ah, c'est souvent l'exception dans l'industrie, c'est vrai. C'est resté un secteur qui est beaucoup en présentiel. Mais sinon, dans la salle, c'est vrai qu'on voit que tout le monde a gardé une forte dose de distanciel. Mais ça nous a amené à adapter les solutions qui étaient présentées pour gérer l'espace de travail. Pour un parcours utilisateur plus flexible, donc utiliser les ressources du site de façon plus intelligente. On n'a pas forcément besoin d'un poste de travail pour tout le monde désormais, mais néanmoins on a envie de venir sur site et de trouver toujours une place bien équipée pour son travail. On a besoin de salles de réunion qui sont adaptées pour faire du distanciel, parce qu'on a toujours un collègue ou quelqu'un qui se trouve un peu à distance aujourd'hui quand on va au bureau, et même avec l'équipe avec laquelle on travaille. Et puis, on a eu aussi besoin de mesurer l'affluence. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup la demande de savoir, mais est-ce que le site est occupé comme
comme il faudrait? Est-ce que les choses ont tellement changé qu'on ne sait plus très bien où on en est? Et donc c'est à ça qu'on a essayé de répondre. Alors là, je vous présente le parcours utilisateur tel qu'on l'a défini, typiquement pour les sites d'Orange. Bon, on travaille pour des clients et pour Orange. Disons qu'on a fait beaucoup de projets Orange depuis 2018, dont très récemment le siège Bridge, donc à Issy-les-Moulineaux, qui est un peu l'image de fond là. Donc l'idée, c'est d'avoir un accès facilité, donc dématérialisé progressivement. Tous les sites ne sont pas... Il faut du temps aussi chez Orange pour que tout s'équipe, parce que c'est des investissements assez importants. Mais l'idée est d'avoir une dématérialisation du contrôle d'accès. Et puis ensuite, on voit qu'il y a ce cas s'isoler pour une visio, par exemple, ou être à 2 ou 3 maximum. C'est souvent des petites salles qui sont équipées de façon assez simple et efficace. On peut faire un Teams facilement. Et puis un détecteur de présence dans la salle qui permet en temps réel d'avoir sur une application mobile du salarié une information, quelles sont les salles libres sur le bâtiment, et d'aller rapidement occuper celle qui est libre et qui s'occupe sans réservation. Alors, il y a des belles salles avec de la réservation, mais il y en a moins. Et puis il y a pas mal de salles qui sont en libre service comme ça, mais on sait quand même si elles sont occupées. De même, progressivement, on a des espaces où les bureaux... Alors les bureaux chez nous, par exemple, ils sont en quartier dynamique, c'est-à-dire que c'est libre pour une équipe donnée, mais on a aussi certains espaces qui sont complètement flex. On vient, on occupe un siège, et dans ce cas-là, on sait que le siège est occupé juste en temps réel. Pourquoi ? Parce que pareil, il y a un capteur qui permet de le savoir et qui va renvoyer l'information dans les systèmes de gestion de ressources et dans des afficheurs, des écrans qui affichent en permanence quelle est l'occupation de telle salle, tel espace sur le site. Alors ça, c'est un premier élément pour flexibiliser et pour optimiser toutes les ressources du site. Un deuxième cas, qui est le cas donc un cas client qu'on a fait donc avec un acteur en région parisienne, un acteur public important, qui avait presque 600 positions, qui voulait rendre totalement flex. Donc là, on est dans une philosophie à dire que tout va être complètement flex. Et par contre, j'aimerais que mes salariés, enfin mes occupants, puissent quand même être rassurés sur le fait que pour un jour, pour une semaine, voire pour le lundi, le mardi et le jeudi, ils vont dire « je vais venir et je voudrais être sûr que j'ai un bureau ». Et donc là, une solution qui est assez sympa pour les occupants, c'est des étiquettes électroniques qui affichent une sorte de badge avec le nom de la personne qui a réservé. On peut aussi venir flasher dessus un QR code quand c'est libre et directement le prendre pour déclarer qu'il va être réservé pour la journée. Donc ça, c'est une solution d'un partenaire qui s'appelle Sharing Cloud, avec qui on travaille beaucoup. Et donc, ce qui est intéressant, j'avais fait une conférence sur qu'est-ce que ça pouvait donner aussi en termes de ROI de passer à des solutions full flex. On voit que c'est aussi un des leviers d'attractivité de certains acteurs, parce que j'ai pas mis le détail là du ROI, mais vous le trouverez, c'est une conférence qu'on a fait sur le Moniteur. On s'aperçoit que sur donc 900 personnes, pour prendre ce cas d'espèce, je ne sais plus combien j'ai pris, si c'est 15 mètres carrés ou un peu moins par utilisateur, mais on arrive à un ROI sur 5 ans qui est tout à fait intéressant.
et qui absorbe complètement le coût de la solution digitale, d'une solution digitale. Là, j'ai vraiment pris aussi le fait qu'on ait équipé les salles de réunion, etc. Donc, on a mis du digital à fond pour les utilisateurs de ces espaces. Donc, c'est à la fois assez rentable. Par contre, ça change complètement la culture dans l'entreprise. Donc, forcément, ça pose des tas de questions. RH. Donc, il y a un accompagnement et le mouvement, il vient quelque part des RH. On ne voit pas un tsunami de ces solutions-là aujourd'hui dans toutes les solutions. Tout le monde ne veut pas passer au full flex, mais on voit beaucoup de réflexions sur comment est-ce qu'on pourrait aller vers beaucoup plus de flex. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des réactions sur ce sujet-là. Et si ça vous fait rêver ou au contraire si ça vous horrifie. Non, vous avez des solutions de ce type-là dans vos lieux de travail déjà ou pas, ou c'est fait plus à la main? Comment vous gérez le fait que tout le monde vient le mardi, par exemple? Alors, ben oui, c'est une très bonne question. Parce que généralement, ça ne se bouscule pas trop le vendredi, par exemple. Mais par contre, du lundi au mercredi, on peut avoir du monde. Ça, c'est... Alors, d'une part, on peut pas tout... Ça, le digital ne résout pas tous les problèmes. On est bien d'accord. Simplement, ce qui peut apporter comme solution, c'est que tout ce qui... on peut tout faire rendre réservable ou déclarer le fait d'occuper. Donc, soit réservable, ça veut dire que je vais vraiment prendre un espace, une position de travail ou une salle de réunion. Déclaratif, ça veut dire que je vais déclarer que je viens sur le site ce jour-là et pas un autre. Et avec des jauges, je vais être informé si oui ou non il y a encore de la place. Donc, le digital va nous dire en retour, attention, je suis à saturation ce jour-là, ou attention, il n'y a plus de place. Ça s'applique d'ailleurs aussi sur les parkings, ces solutions-là. De même, on peut avoir au niveau d'un parking une gestion comme ça, que j'appellerais flex. Les places sont libres, mais on est informé en temps réel que c'est plus ou moins saturé. Donc ça, c'est un élément. Comme on peut réserver aussi sur plusieurs jours à l'avance, voire semaines à l'avance, si on est très organisé, ça permet d'éviter qu'on soit pris au dépourvu par la saturation d'un espace. Par contre, ça ne remplace pas une politique de site. Et si on a dit à l'équipe, écoutez, on n'a pas envie que tout le monde soit présent le mardi, mais que ça s'étale un peu, ça se gère plutôt au niveau de l'entreprise, de la gestion managériale et RH. J'ai encore une question à ce niveau-là. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est le qui fait quoi. C'est-à-dire qu'on puisse passer dans beaucoup d'organisations une réduction de la surface, et donc qui est par exemple 600 postes de travail en flex par rapport à 900, ça c'est un besoin du marché. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions qui vont devoir être scalables, parce que beaucoup de sociétés qui ont cette problématique vont vouloir avoir des solutions un petit peu clés en main. Là, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qui fait quoi et quelle est la technologie, comment c'est mis en œuvre et comment on peut utiliser Orange comme moyen de scalabilité, ou bien est-ce que chaque projet est distinct? Alors là, sur les solutions de Smart Office, de gestion de l'espace de travail, on est sur des approches de solutions très, très packagées, clés en main. Il y a plein d'options, il y a plein de possibilités de configuration, mais c'est des logiciels très développés. Donc là, notre rôle chez Orange, ça va plutôt être d'être intégrateur et de configurer le produit ainsi que les équipements à déployer pour que ça soit adapté au projet du client. Mais la technologie, là en l'occurrence, c'est une technologie Sharing Cloud. Si vous allez voir leur site, c'est une technologie très très avancée.
On a aussi chez Orange des éléments une technologie qui nous est propre, qu'on a développée nous-mêmes, qui parfois est plus adaptée pour des différentes raisons, de coût, de simplicité. Donc on joue entre plusieurs solutions technologiques, mais vraiment toujours avec un rôle là d'intégrateur. Il y a peu de choses à inventer from scratch. Néanmoins, ça arrive. L'exemple que je citais là, par exemple, ici, sur le site, certains sites d'Orange, eh bien, les capteurs, en fait, on s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup déjà de déployés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des GTB intelligentes qui sont déployées sur ces sites. Voilà, donc là, on a intégré avec des GTB à la main pour qu'on puisse récupérer l'information des capteurs de GTB. C'est le système de gestion technique du bâtiment qui va gérer l'éclairage, la climatisation, le chauffage, toute la régulation, en fait, qu'on trouve dans les sites d'importance. Alors, je vais devoir accélérer pour la deuxième partie. Bon, mais c'était bien, on a parlé déjà de trois beaux cas d'usage. Après, ça en fait beaucoup, peut-être. Un petit tour sur des approches qui sont présentées sur notre stand. Donc, gérer le confort, la température et l'humidité et la qualité de l'air à l'intérieur d'un bâtiment, avec des seuils, avec tout ça. Donc, il y a des enjeux qui sont le confort, qui sont la productivité au travail. Notamment, ça a été un grand sujet de débat public autour des écoles, mais avec peu de réglementation, il faut le dire. Et quand il y a peu de réglementation, enfin, elle est assez minimaliste au niveau de la loi Grenelle 2. Bon, il n'y a pas une adoption forcément massive de ces enjeux de qualité de l'air. Et puis, au bout du compte, il suffirait de bien penser à toujours ouvrir les fenêtres, mais on ne le fait pas tout. Enfin, c'est pas toujours possible, et c'est pas toujours la bonne solution quand on est en plein hiver. Donc, ce seraient des solutions faciles à déployer, pas très coûteuses, mais je dirais qui sont encore qui ont du mal à se déployer justement parce que ça coûte quand même par rapport à ce que ça représente comme service aux utilisateurs finaux. À l'opposé de ça, on a la question de la décarbonation, de la réduction de l'empreinte carbone. Alors là, il y a un décret, le décret tertiaire, si vous en avez entendu parler, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un décret qui vise à faire à partir de 2030, moins 40% de consommation d'énergie par rapport à une référence entre 2010 et 2020, ça fait déjà pas mal, moins 50% en 2040, etc. Donc c'est très incitatif à penser sérieusement à son problème, même si les contraintes de pénalité ne sont pas monstrueuses non plus. Mais néanmoins, tout le monde a envie aussi de faire un gros effort pour la réduction de l'empreinte carbone. Donc, sur l'exemple d'une métropole qui va avoir beaucoup de sites finalement, alors, on aurait pris une commune, ce serait moins, mais dans un cas réel de métropole, on avait 2148 sites, 3780 capteurs, 7 fournisseurs d'énergie différents. Donc ça fait tout de suite une grosse complexité. Les enjeux, c'est changer les comportements. Ça coûte pas cher, il n'y a rien à déployer en électronique, et ça rapporte déjà à peu près 10% de réduction de consommation d'énergie quand c'est bien fait. Réguler les systèmes déjà existants, ça rapporte beaucoup avec un bon energy manager qui sait de quoi il parle dans la gestion énergétique. Et puis après, il y a les actions beaucoup plus lourdes qui vont coûter beaucoup plus cher avec un ROI beaucoup plus long terme. Donc là, juste pour vous dire que le digital a un impact extrêmement fort pour aller vite dans la décarbonation. Et là encore, pour anticiper la question de monsieur à gauche, on travaille avec un partenaire, c'est Energisme en l'occurrence, qui a une plateforme. Moi, je pense que c'est la meilleure du marché, en tout cas vraiment au niveau organisation de la gestion de la collecte de données et de la donnée, elle est très très puissante. Et elle est capable d'entrée de jeu
de gérer tous les fournisseurs d'énergie qui sont mentionnés là, et à peu près 150 types d'IoT. Les IoT, à quoi ils vont servir? Ils vont servir à optimiser ensuite différents postes de consommation par usage, l'éclairage, le chauffage, l'IT, etc., etc. Donc voilà, sur ce troisième exemple où je suis bref, mais qui est aussi très important, qu'on appelle Smart Eco Energy dans les offres Orange. Je crois qu'on est déjà... Eh bien oui, on arrive au terme de nos échanges. On a le temps d'une dernière question éventuellement. Si... Bon, merci d'avoir échangé au fil de l'eau avec nous. Et à bientôt.